Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Bon, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Jurassic Park. De l'adaptation cinématographique révolutionnaire jusqu'au déclin de la licence avec ses derniers films plus que discutables, mais je dois dire tout de même qu'un personnage a toujours attiré mon attention et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. M'intéressant particulièrement sur la légitimité de sa présence, de la pertinence de son point de vue et pourquoi il a autant fasciné John Hammond jusqu'à le faire venir sur son parc. Son côté mi-bad boy, mi-écolo interprété à la justesse par Jeff Goldblum, aujourd'hui on va se pencher sur le cas de Ian Malcolm, le personnage le plus singulier et incorrigible de la franchise. Dans cette vidéo, nous analyserons ensemble l'écriture du personnage, sa pertinence sur l'action et l'histoire de Jurassic Park, puis nous ferons une analyse un peu plus poussée de son mantra le plus célèbre, « La vie trouve toujours son chemin ». Mais pour contextualiser le propos, faisons un bref récapitulatif de la genèse de Jurassic Park. Jurassic Park est un roman écrit par Michael Crichton. C'est en 1983 qu'il propose une première version de son histoire sous forme de script, racontant la simple histoire d'une technologie génétique ayant la capacité à faire renaître un ptérosaure. Un script qu'il va retravailler pour essayer de proposer quelque chose de bien plus crédible, décidant d'amener son action dans un parc d'attractions et offrir une première version du roman en se mettant du point de vue d'un jeune garçon qui raconte l'évasion des dinosaures. Une version qui va être détestée par les relecteurs. Crichton essaye tant bien que mal à proposer de nouvelles versions, mais c'est toujours un fiasco. Il décide alors de revoir tout le roman en racontant l'histoire cette fois-ci du point de vue d'adulte. Une version qui cette fois-ci va plaire aux relecteurs. Pour son histoire, il s'inspire directement d'un film qu'il avait réalisé 22 ans plus tôt intitulé Monde Ouest, où les robots d'un parc d'attractions se rebellaient contre les clients. Crichton raconte alors l'histoire d'un parc d'attractions qui aurait la capacité de faire revivre des dinosaures. Un peu comme dans un zoo, recréé par des technologies génétiques permettant de recréer les espèces disparues il y a 65 millions d'années. Et le parc est bâti par un certain John Hammond, président de la société de biotechnologie InGen, International Genetic Technologies, et est un généreux contributeur de fouilles archéologiques, ayant pour ambition de faire rêver le monde avec ces créatures qu'il pense pouvoir contrôler. Mais une suite d'incidents inquiète les investisseurs. Hammond décide d'organiser une visite avec des consultants, les paléontologues Alan Grant et Ellie Settler, ainsi que le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Ian Malcolm, mathématicien adepte de la théorie du chaos qui consiste à dire que les millions de données aléatoires autour d'un événement ne peuvent jamais permettre d'anticiper à 100% l'avenir. Et voilà comment Crichton décrivait Ian Malcolm. Ian Malcolm était l'un des plus célèbres représentants de la nouvelle génération de mathématiciens qui s'intéressaient ouvertement à la manière dont le monde réel fonctionne. Ces chercheurs rompaient avec la tradition cloisonnée des mathématiques de plusieurs façons. D'abord, ils utilisent constamment des ordinateurs, ce que les mathématiciens traditionnels désapprouvaient. Ensuite, ils travaillent presque exclusivement sur des équations non linéaires, dans le domaine émergent appelé la théorie du chaos. Enfin, ils tenaient à ce que leurs mathématiques décrivent réellement des phénomènes concrets. D'ailleurs, dans le roman, c'est pas John Hammond qui fait appel à Ian Malcolm pour avoir son expertise, mais son avocat Don Gerano. Malcolm s'illustre d'ailleurs comme brillant, mais un tempérament un peu rebelle aux antipodes de la manière dont on pourrait imaginer le stéréotype d'un théoricien mathématicien. Donc Ian Malcolm se présente directement comme une ambivalence à lui tout seul. Un mathématicien, si on standardise le profil, doit avoir une réflexion plutôt rationnelle, à tout calculer pour tout anticiper et surtout tirer des conclusions de ce qui peut être contrôlé. Là où Ian Malcolm se sert de ses calculs non pas pour contrôler, mais pour prouver que l'anticipation ne peut rivaliser avec le milliard de facteurs qui amènent à une situation après une action, même si celle-ci est répétée. Donc Malcolm cherche en réalité à prouver que calculer, c'est renoncer à l'anticipation. Bon oui, là je vulgarise un petit peu la théorie du chaos. Mais Hammond rejette la théorie du mathématicien, le qualifiant alors « Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. » Chaoticien en réalité. Et le compare même à un rocker excentrique. Moi j'ai amené des savants, vous amenez une star du rock. D'ailleurs, dans l'histoire de Crichton, la position du mathématicien sur l'existence d'un tel parc est claire, se basant sur le fait que l'anticipation de telles créatures est impossible dans la mesure où la vie suit son chemin et que celles-ci sont forcément vouées à évoluer. Le personnage va d'ailleurs avoir un degré tellement important dans sa vision et la manière dont il va prédire les événements de l'intrigue qu'il devient ensuite le protagoniste de sa suite Le Monde Perdu, édité en 1995.
où l'auteur va reprendre le titre et l'idée très générale du roman de Conan Doyle édité en 1912, dans lequel un groupe de savants découvre un plateau isolé du reste du monde et où survivent plusieurs espèces disparues. Et dans cette suite, c'est sur l'île voisine que se déroule l'intrigue, là où les expériences avaient lieu et où par la suite les dinosaures ont évolué pour reprendre une vie sauvage. Et on constate là qu'une des prédictions de Ian Malcolm s'était bien évidemment réalisée. Mais avant de développer la position du rebelle, revenons un peu sur les adaptations cinématographiques. Bon, je vous rassure, je vais pas vous refaire toute l'histoire de Jurassic Park, mais notons tout de même quelques éléments importants qui vont nous servir pour la suite. Spielberg découvre le roman en octobre 1989, tandis que lui et Crichton sont en train de discuter d'un scénario qui deviendra plus tard la série télévisée Urgence. Michael Crichton demande une redevance non négociable d'1,5 million en plus d'un pourcentage conséquent sur les bénéfices. Plusieurs vont d'ailleurs s'intéresser au projet et essayer d'acquérir les droits cinématographiques, tels que la Warner Bros avec Tim Burton, la Columbia TriStar avec Richard Donner ou encore la 20th Century Fox avec Joe Dante. Mais c'est finalement Universal qui les obtient en mai 90 pour Steven Spielberg. J'avais d'ailleurs entendu dire que James Cameron aussi avait des vues sur le roman, mais au final, la vision qu'il avait du film n'avait rien à voir avec ce que Spielberg avait donné et il considérait que la version de Steven Spielberg était bien meilleure que sa vision. Universal ajoute 500 000 $ à la somme de Crichton pour qu'il adapte son propre roman, lequel est achevé au moment où Spielberg réalise Hook, dont la vidéo est disponible ici. Michael Crichton note que comme son livre est assez long, son script ne porte que sur 10 à 20% de son contenu. Des scènes ont été supprimées pour des raisons pratiques et budgétaires. Bon, à la suite, vous la connaissez, le film va être un véritable carton. Dû à l'incroyable réalisme des animatroniques, mais je pense qu'il est intéressant toutefois de se pencher sur le casting et principalement celui qui doit incarner le chaoticien. Il faut savoir que Spielberg voulait dès le début proposer le rôle à Jeff Goldblum, qui est d'ailleurs lui-même passionné par les dinosaures. Mais avant cela, plusieurs grands acteurs vont tout de même passer des essais pour le rôle, tels que Jim Carrey, Johnny Depp, Michael Keaton, Michael J. Fox, Bill Paxton, Bruce Campbell, Ted Dawson ou encore Steven Guttenberg. C'est donc le choix initial de Goldblum qui est validé, et celui-ci marque un de ses rôles les plus iconiques. Il va beaucoup travailler en amont avec les mathématiciens français Ivar Eklund et James Gleick, un journaliste américain spécialisé dans la vulgarisation scientifique, lui permettant ainsi de comprendre au mieux la théorie du chaos, et ainsi la retranscrire au mieux à l'écran pour donner vie à cette personnalité excentrique contrastée. Car la force du personnage est que lorsqu'il est présenté au public, le spectateur n'arrive pas à se positionner sur la pertinence de sa présence sur l'île, mais surtout de la pertinence de son point de vue autour du projet de John Hammond, et de quelle manière il va être pertinent pour lui. Car quand il nous est présenté par Hammond, celui-ci semble finalement peu emballé par la présence du bad boy, dans la mesure où c'était pas Hammond qui avait fait appel à lui directement. Quand on voit Ian Malcolm, on pourrait l'associer à ce qu'on appelle aujourd'hui un boomer. Une espèce d'ado éternel prisonnier dans le corps d'un homme de 40 ans, marqué par un style rebelle, veste en cuir noir, cheveux longs, charisme de bad boy, homme à femme, jetant tout de suite son dévolu sur Ellie, qu'il cherche assez vite à charmer sans se soucier de la présence d'Alan Grant. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Mais Ian Malcolm va se révéler être un grand observateur et de manière surprenante va faire preuve d'énormément de pragmatisme. Car malgré l'impressionnante démonstration d'Hammond quant à la possibilité de recréer des dinosaures par le clonage, celui-ci sait que si les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, ils ne peuvent alors décemment pas cohabiter avec notre civilisation. Et que par conséquent, il est impossible de contrôler ces créatures. Respectant ainsi un de ses mantras principaux, la vie suit toujours son chemin. Force est de constater que son pragmatisme et son calme lui permettent alors d'anticiper tout ce qui va se passer à Jurassic Park, comme le développement des créatures dans la réserve, réussissant ainsi à se reproduire malgré l'absence de mâles sur l'île. Ou encore le fait que pendant la visite test, aucun dinosaure ne se montre, Malcolm n'hésitant pas à lancer ce petit tacle. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! Eh oh! Alors oui? Je crois que je hais cet homme. Et c'est ainsi que Malcolm va illustrer minutieusement les raisons de sa présence sur l'île et du coup la pertinence de son point de vue. Il représente en réalité de manière paradoxale la véritable voix de la raison. Il est le véritable sage du groupe et n'a pas peur malgré son manque d'expertise autour des dinosaures d'affirmer que les autres ont tort. Là où Ellie et Alan sont submergés d'émotions faisant d'abord la passe sur le danger que représente le parc, Malcolm le comprend tout de suite mais reste calme. Il rappelle que la science est avant tout une discipline qui exige patience, humilité et respect. Sans cela, manipuler la vie devient une folie aux conséquences inévitables. Le chaos.
Ils rappellent constamment aux autres que les conséquences de leurs actes sont imprévisibles. Ils ne savent pas ce qui se produira en manipulant la nature. Ils ont largement surestimé leurs capacités dans un monde complexe. Malcolm est une voix de raison et d'humilité face à une confiance aveugle en l'ingéniosité humaine. Et comme je vous le disais, l'histoire va bien sûr lui donner raison. Car d'une certaine manière, le chaos est pour lui l'élément le plus naturel qui soit. En tant que bad boy théoricien du chaos, on aurait pu penser que celui-ci aurait trouvé alors une sorte d'euphorie à l'idée de voir une telle perte de contrôle se propager dans le parc. Mais Malcolm va démontrer qu'il ne manque ni d'empathie et ni d'audace. Éléments qui vont le pousser à sauver les enfants malgré son manque d'expertise, se retrouvant dans une situation complexe qui l'oblige à prendre de mauvaises décisions. Et en effet, dans le film, celui-ci va être blessé par le T-Rex, mais retrouvé en vie, contrairement au roman qui décide de tuer le personnage. Malgré sa blessure, là où n'importe qui aurait pu en vouloir à Hammond, celui-ci reste pragmatique face au déni d'Hammond qui prétexte que tous les parcs d'attractions ont eu des problèmes à leur ouverture. Rappelons alors que si Pirates des Caraïbes tombe en panne, les pirates ne dévorent pas les visiteurs. Après, il faut reconnaître que dans le film, Ian Malcolm reste un personnage secondaire dans la mesure où l'intrigue se concentre principalement sur Alan Grant. Mais la pertinence du personnage prend tellement d'importance qu'il n'était pas étonnant de voir Crichton choisir celui-ci pour être le protagoniste de la suite du Monde perdu. Michael Crichton expliquait d'ailleurs lui-même que Malcolm refusait de se taire, et qu'il écrivait parfois des pages entières au lieu de quelques phrases prévues. Le personnage est tellement central que bien qu'il meure dans le livre, il est revenu parce que Crichton en avait besoin. Je pouvais me passer des autres, mais pas de lui. C'est l'iconique commentateur. Celui qui dit toujours pourquoi ça va mal tourner. Malcolm finit par incarner un archétype intemporel, la voix qui avertit qu'on n'écoute pas et qui a pourtant raison. Et comme disait Spielberg, il est l'équivalent mathématique du prophète de malheur tenant une pancarte « La fin est proche ». Il est intéressant d'ailleurs de voir dans l'adaptation du Monde perdu le premier plan où on interagit avec Ian Malcolm. On le voit en train de bâiller dans le métro new-yorkais, tel un homme qui vit une routine tout ce qu'il y a de plus classique, alors que pourtant il a vécu des événements qui sont plutôt extraordinaires. Donc Malcolm aurait repris une vie routinière, loin de l'expérience traumatisante qu'il a vécue quelques années plus tôt. Mais bien sûr, Malcolm n'est plus le même qu'autrefois. Sollicité de nouveau par Hammond pour préserver cette fois-ci les dinosaures qui ont survécu sur l'île voisine, celui-ci doit repartir pour sauver sa compagne. Malcolm illustre alors une anxiété qu'il n'avait pas laissé paraître dans le premier opus. Il s'est éloigné de son image de playboy, favorisant le calme et surtout la discrétion. À l'image de la manière dont il nous est présenté dès le début, comme je vous le disais plus tôt, un homme perdu dans sa routine. Mais une routine sécuritaire qui le protège. Malcolm devient le héros de cette nouvelle aventure, le poussant à affronter ses pires traumatismes. Accompagné de sa compagne et de sa fille, élément qui apporte des enjeux supplémentaires pour Malcolm, ayant cette fois-ci des proches à protéger. Et qui pousse également à développer l'irrationalité du personnage, faisant un contraste inversé par rapport au premier opus. Quand dans Jurassic Park, le bad boy se révèle être un philanthrope pragmatique et surtout voix de la raison, dans Le Monde perdu, il est le rescapé traumatisé, perçu comme un égoïste par sa compagne Sarah, mais qui se révèle être le rebelle courageux et prêt à tout pour sauver sa famille. C'est pourquoi, à mon sens, Ian Malcolm est en réalité le personnage le plus important de la saga Jurassic Park. Une voix de la raison qui a su tracer sa voie et ainsi être sauvée dans l'adaptation de Spielberg, pour par la suite être proposé comme protagoniste par l'auteur dans le deuxième bouquin. Ian Malcolm a tellement marqué qu'il est même devenu le point de référence dans les suites, cité dans Jurassic Park 3 malgré son absence. On a d'ailleurs aussi un aperçu de ses livres dans Jurassic World, et bien sûr l'annonce de son retour dans Fallen Kingdom qui s'avère être finalement qu'un simple caméo. Bon, et je vais pas forcément évoquer son retour dans Jurassic World Dominion dans la mesure où c'était simplement du fanservice. C'est vraiment un gros tas de merde. Faisant écho à la volonté des studios à réunir l'ancienne et la nouvelle génération sans vraiment savoir comment les exploiter. Et enfin, Ian Malcolm fait partie de ces héros du cinéma qui sont indissociables de son interprète. Jeff Goldblum qui a su capter et retranscrire l'essence de ce que devait être un Ian Malcolm digne de ce nom, pour incarner le bad boy qui avait cette fois-ci raison depuis le début. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.